ma très ancienne, mon premier vœu mal refermé, mon premier amour infirmé, il a fallu que tu reviennes. Il a fallu que je connaisse ce que la vie a de meilleur quand deux corps jouent de leur bonheur et sans fin s'unissent et renaissent. Entrer en dépendance entière, je sais le tremblement de l'être, l'hésitation à disparaître, le soleil qui frappe en lisière, et l'amour, où tout est facile, où tout est donné dans l'instant. Il existe au milieu du temps la possibilité d'une île. Qu'y avait-il à l'extérieur du monde ? À cette période du début du mois de juin, le soleil commençait à poindre dès 4 heures, malgré la latitude plutôt basse. La modification de l'axe de rotation de la Terre avait causé, outre le grand assèchement, plusieurs conséquences de cet ordre. Comme tous les chiens, Fox n'avait pas d'horaire de sommeil précis. Il dormait avec moi, se réveillait d'eux-mêmes. Il me suivait avec curiosité lorsque je parcourais les pièces pour préparer un sac léger que j'attachais sur mes épaules. Agita joyeusement la queue au moment où je sortis de la résidence pour marcher jusqu'à la barrière de protection. Notre première promenade du jour était d'ordinaire beaucoup plus tardive. Lorsque j'actionnais le dispositif de déverrouillage, il me jeta un regard surpris. Les roues métalliques tournèrent lentement sur leur axe, dégageant une ouverture de 3 mètres. Je fis quelques pas et me retrouvai à l'extérieur. Fox me jeta de nouveau un regard hésitant, interrogateur. Rien dans les souvenirs de sa vie antérieure ni dans sa mémoire génétique ne l'avait préparé à un événement de cet ordre. Rien ne m'y avait préparé non plus, à vrai dire. Il hésita encore quelques secondes, puis trottina doucement jusqu'à mes pieds. J'aurais d'abord à traverser un espace plan, dépourvu de végétation pendant une dizaine de kilomètres, puis commençait une pente boisée, très douce, qui s'étendait jusqu'à l'horizon. Je n'avais aucun autre projet que de me diriger vers l'ouest, de préférence vers l'ouest-sud-ouest. Une communauté néo-humaine, humaine ou indéterminée pouvait être installée à l'emplacement de Lanzarote, ou dans une zone proche. Je parviendrais peut-être à la retrouver. C'est à cela que se résumaient mes attentions. Je marchais pendant à peu près 2 heures sur un terrain caillouteux, mais facile, avant de rejoindre le couvert boisé. Fox trottait à mes côtés, visiblement heureux de cette promenade prolongée et d'exercer les muscles de ses petites pattes. Ouais. Pendant tout ce temps, je demeurais conscient que mon départ était probablement un échec, un suicide. J'avais rempli mon sac à dos de capsules de sels minéraux. Je pouvais tenir plusieurs mois, car je ne manquerais sans doute pas d'eau potable ni de lumière solaire durant mon parcours. La réserve, bien entendu, finirait par s'épuiser, mais le vrai problème, dans l'immédiat, c'était la nourriture de Fox. Je pouvais chasser. J'avais pris un pistolet et plusieurs boîtes de cartouches à plomb. Mais je n'avais jamais tiré.
Et j'ignorais totalement quel type d'animaux j'étais appelé à rencontrer dans les régions que j'allais traverser. Vers la fin de l'après-midi, la forêt commençait à s'éclaircir. Puis j'atteignis une pelouse d'herbe rase qui marquait le sommet de la pente que je suivais depuis le début du jour. En direction de l'ouest, la pente redescendait, nettement plus abrupte. Puis on distinguait une succession de collines et de vallées escarpées, toujours recouvertes d'une forêt dense, à perte de vue. Depuis mon départ, je n'avais vu aucune trace de présence humaine, ni plus généralement de vie animale. Je décidai de faire halte pour la nuit près d'une mare, où un ruisseau prenait naissance avant de descendre vers le sud. Fox but longuement, avant de s'allonger à mes pieds. Je pris les 3 comprimés quotidiens nécessaires à mon métabolisme, puis dépliai la couverture de survie assez légère que j'avais emportée. Elle serait sans doute suffisante. Je savais que je n'aurais normalement à traverser aucune zone de haute altitude. Vers le milieu de la nuit, la température se fit légèrement plus fraîche. Fox se blottit contre moi, en respirant avec régularité. Son sommeil était parfois traversé de rêves. Il agitait alors les pattes, comme s'il franchissait un obstacle. Je dormis très mal. Mon entreprise m'apparaissait de plus en plus nettement déraisonnable et vouée à un échec certain. Je n'avais pourtant aucun regret. J'aurais d'ailleurs parfaitement pu rebrousser chemin. Aucun contrôle n'était exercé par la cité centrale. Les défections n'étaient en général constatées que par hasard, à la suite d'une livraison ou d'une réparation nécessaire, et parfois au bout de nombreuses années. Je pouvais revenir, mais je n'en avais pas envie. Cette routine solitaire, uniquement entrecoupée d'échanges intellectuels qui avaient constitué ma vie, qui aurait dû la constituer jusqu'au bout, m'apparaissait à présent insoutenable. Le bonheur aurait dû venir, le bonheur des enfants sages, garanti par le respect des petites procédures, par la sécurité qui en découlait. Mais le bonheur n'était pas venu, et l'équanimité avait conduit à la torpeur. Parmi les faibles joies des néo-humains les plus constantes, tournaient autour de l'organisation et du classement, de la constitution de petits ensembles ordonnés, du déplacement minutieux et rationnel d'objets de petite taille. Elle s'était révélée insuffisante. Planifiant l'extinction du désir en termes bouddhiques, la Sœur suprême avait tablé sur le maintien d'une énergie affaiblie, non tragique, d'ordre purement conservatif, qui devait continuer à permettre le fonctionnement de la pensée. D'une pensée moins rapide, mais plus exacte, parce que plus lucide. D'une pensée délivrée. Ce phénomène ne s'était produit que dans des proportions insignifiantes. Mais au contraire, la tristesse, la mélancolie, l'apathie languide et finalement mortelle qui avaient submergé nos générations désincarnées. Chaque matin, au réveil, je pratiquais, suivant les recommandations de la Sœur suprême, les exercices définis par le Bouddha dans son sermon sur l'établissement de l'attention. Ainsi, il demeure observant le corps intérieurement. Il demeure observant le corps extérieurement.
Il demeure observant le corps intérieurement et extérieurement. Il demeure observant l'apparition du corps. Il demeure observant la disparition du corps. Il demeure observant l'apparition et la disparition du corps. Voilà le corps. Cette introspection est présente à lui seulement pour la connaissance, seulement pour la réflexion. Ainsi, il demeure libéré et ne s'attache à rien dans le monde. À chaque minute de ma vie et depuis son début, j'étais resté conscient de ma respiration, de l'équilibre kinesthésique de mon organisme, de son état central fluctuant. Cette immense joie, cette transfiguration de son être physique qui submergeait Daniel 1 au moment de la réalisation de ses désirs. Cette impression, en particulier d'être transporté dans un autre univers qu'il connaissait lors de ses pénétrations charnelles, je ne les avais jamais connus. Je n'en avais même aucune notion. Et il me semblait à présent que dans ces conditions, je ne pouvais plus continuer à vivre. L'aube se leva, humide, sur un paysage de forêt. Puis vinrent avec elle des rêves de douceur que je ne parvins pas à comprendre. Vinrent les larmes aussi, dont le contact salé me parut bien étrange. Ensuite apparut le soleil, et avec lui les insectes. Je commençais alors à comprendre ce qu'avait été la vie des hommes. La paume de mes mains, la plante de mes pieds étaient couvertes de centaines de petites vésicules. La démangeaison était atroce. Et je me grattais furieusement pendant une dizaine de minutes jusqu'à en être couvert de sang. Plus tard, alors que nous abordions une prairie dense, Fox parvint à capturer un lapin. D'un geste net, il lui brisa les vertèbres cervicales, puis apporta le petit animal dégouttant de sang à mes pieds. Je détournai la tête au moment où il commençait à dévorer ses organes internes. Ainsi était constitué le monde naturel. Pendant la semaine suivante, nous traversâmes une zone escarpée qui devait, d'après ma carte, correspondre à la Sierra de Gador. Mais des démangeaisons diminuaient. Ou plutôt, je finissais par m'habituer à cette douleur constante, plus forte à la tombée du jour. De même que je m'habituais à la couche de crasse qui recouvrait ma peau, à une odeur corporelle plus prononcée. Un matin, peu avant l'aube, je m'éveillais sans ressentir la chaleur du corps de Fox. Je me relevais, terrorisé. Il était à quelques mètres et se frottait contre un arbre en éternant de fureur. Le point douloureux était apparemment situé derrière ses oreilles, à la base de la nuque. Je m'approchai, pris doucement sa tête entre mes mains. En lissant son poil, je découvris rapidement une petite surface bombée, grise, large de quelques millimètres. C'était une tique. Je reconnus l'aspect pour en avoir lu la description dans un ouvrage de biologie animale. L'extraction de ce parasite était, je le savais, délicate. Je retournai à mon sac à dos, pris des pinces et une compresse imbibée d'alcool. Fox gémit faiblement, mais resta immobile au moment où j'opérais. Et lentement, millimètre par millimètre,
je parvins à extraire l'animal de sa chair. C'était un cylindre gris, charnu, d'aspect répugnant, qui avait grossi en se gorgeant de son sang. Ainsi était constitué le monde naturel. Pendant la semaine suivante, nous traversâmes au milieu de la matinée, en fait, pendant le premier jour de la seconde semaine, au milieu de la matinée, je me retrouvais face à une faille immense qui me barrait la route en direction de l'ouest. Je connaissais son existence par les relevés satellites, mais je m'étais imaginé qu'il serait possible de la franchir pour continuer ma route. Les parois de basalte bleuté, d'une verticalité absolue, plongeaient sur plusieurs centaines de mètres jusqu'à un plan confus, légèrement accidenté, qui semblait une juxtaposition de pierres noires et de lacs de boue. Dans l'air limpide, on distinguait les moindres détails de la paroi opposée, qui pouvait être située à une dizaine de kilomètres. Elle était tout aussi verticale. Si les cartes établies à partir des relevés ne permettaient nullement de prévoir le caractère infranchissable de cet accident de terrain, elles donnaient par contre une idée précise de son tracé, partant d'une zone correspondant à l'emplacement de l'ancienne Madrid. La cité avait été détruite par une succession d'explosions nucléaires au cours d'une des dernières phases des conflits interhumains. La faille traversait tout le sud de l'Espagne, puis la zone marécageuse correspondant à ce qui avait été la Méditerranée, avant de s'enfoncer très loin au cœur du continent africain. La seule solution possible était de la contourner par le nord. Cela représentait un détour de 1000 km. Je m'assis découragé quelques minutes, les pieds ballant dans le vide, cependant que le soleil montait sur les sommets. Fox s'assit à mes côtés en me jetant des regards interrogateurs. Le problème de sa nourriture, du moins, était résolu. Les lapins, très nombreux dans la région, se laissaient approcher et égorger sans la moindre méfiance. Sans doute leur prédateur naturel avait-il disparu depuis de nombreuses générations. J'étais surpris de la rapidité avec laquelle Fox retrouvait les instincts de ses ancêtres sauvages. Surpris aussi de la joie manifeste qu'il éprouvait, lui, qui n'avait connu que la tiédeur d'un appartement, à humer l'air des sommets, à gambader dans les prairies de montagne. Durant les 3 jours qui suivirent, nous traversâmes un plateau sec et blanc, à la végétation anémiée. L'eau et le gibier devenaient plus rares, et je décidai d'obliquer vers l'est, m'écartant du parcours de la faille. Suivant le cours du Rio Guardal, nous atteignîmes l'embalsé de San Clemente, puis c'est avec plaisir que nous retrouvâmes les ombrages frais et giboyeux de la Sierra de Segura. Ma constitution biochimique me donnait, j'en prenais conscience à mesure que se poursuivait notre route, une résistance exceptionnelle, une facilité d'adaptation aux différents milieux qui n'avait pas son équivalent dans le monde animal. Je n'avais vu jusqu'à présent aucune trace de grands prédateurs, mais c'est plutôt en hommage à une ancienne tradition humaine que j'allumais un feu chaque soir,
après avoir établi notre campement. Un froid léger descendait des sommets. Nous étions à près de 2000 mètres d'altitude et Fox contemplait les flammes avant de s'étendre à mes pieds alors que rougeoyaient les braises. Il ne dormirait, je le savais, que d'un œil, prêt à se dresser à la première alerte, à tuer et à mourir s'il le fallait pour protéger son maître et son foyer. Malgré ma lecture attentive de la narration de Daniel 1, je n'avais toujours pas totalement compris ce que les hommes entendaient par l'amour. Je n'avais pas saisi l'intégralité des sens multiples, contradictoires qu'il donnait à ce terme. J'avais saisi la brutalité du combat sexuel, l'insoutenable douleur de l'isolement affectif, mais je ne voyais pas ce qui leur avait permis d'espérer qu'entre ces aspirations contraires, ils pourraient établir une forme de synthèse. À l'issue pourtant de ces quelques semaines de voyage dans les sierras de l'intérieur de l'Espagne, jamais je ne m'étais senti aussi près d'aimer, dans le sens le plus élevé qu'il donnait à ce terme. Jamais je n'avais été aussi près de ressentir ce que la vie a de meilleur. J'étais parvenu à l'innocence, à un état non conflictuel et non relatif. Je n'avais plus de plan ni d'objectif, et mon individualité se dissolvait dans la série indéfinie des jours. J'étais heureux. Après la Sierra de Segura, nous abordâmes la Sierra d'Alcaraz, ici. Sierra d'Alcaraz, moins élevée en altitude. J'avais renoncé à garder un décompte exact de nos jours de marche, mais c'est à peu près début août, je pense, que nous arrivâmes en vue d'Albacete. La chaleur était écrasante. Je m'étais largement écarté du parcours de la faille. Si je voulais la rejoindre, il me faudrait à présent prendre plein ouest et traverser sur plus de 200 km les plateaux de la Manche où je ne trouverais ni végétation, ni abri. Je pouvais aussi, en obliquant vers le nord, atteindre les zones plus boisées qui s'étendent autour de Cuenca, puis en traversant la Catalogne, rejoindre la chaîne pyrénéenne. Jamais je n'avais eu, au cours de mon existence néo-humaine, de décision ni d'initiative à prendre. C'était un processus qui m'était totalement étranger. L'initiative individuelle, enseigne la Sœur suprême, est la matrice, dans ses instructions pour une vie paisible, est la matrice de la volonté, de l'attachement et du désir. Aussi, les 7 fondateurs, travaillant à sa suite, s'attachèrent à mettre au point une cartographie exhaustive des situations de vie envisageables. Leur objectif était naturellement en premier lieu d'en finir avec l'argent et avec le sexe, 2 facteurs dont ils avaient pu, au travers de l'ensemble des récits de vie humains, reconnaître l'importance délétère. Il s'agissait également d'écarter toute notion de choix politique, source, comme ils l'écrivent, de passions factices mais violentes. Ces préconditions d'ordre négatif, pour indispensables qu'elles soient, n'étaient cependant pas suffisantes à leurs yeux pour permettre à la néo-humanité de rejoindre l'évidente neutralité du réel, selon leur expression fréquemment citée. Il convenait également d'établir un catalogue concret de prescriptions positives. Le comportement individuel devait devenir aussi prévisible qu'un réfrigérateur. Dans la rédaction de leurs consignes,
Ils se reconnaissent d'ailleurs comme principale source d'inspiration stylistique le mode d'emploi d'appareils électroménagers de taille et de complexité moyenne, en particulier le magnétoscope JVC HR DV3S MS. Les néo-humains, avertissent-ils d'emblée, peuvent tout comme les humains être considérés comme des mammifères rationnels de taille et de complexité moyenne. Aussi est-il loisible, au sein d'une vie stabilisée, d'établir un répertoire complet des conduites. En quittant les chemins d'une vie répertoriée, je m'étais également écarté de tout schéma applicable. Ainsi, en l'espace de quelques minutes, assis sur mes talons au sommet d'une butte calcaire et contemplant la plaine interminable et blanche qui s'étendait à mes pieds, je découvrais les affres du choix personnel. Je réalisais également, et définitivement cette fois, que mon désir n'était plus et probablement n'avait jamais été de rejoindre une communauté de primates quelle qu'elle fût. C'est sans réelle hésitation, un peu comme sous l'effet d'une sorte de pesanteur interne, un peu comme on finit par pencher du côté le plus lourd, que je décidai d'obliquer vers le nord. J'atteignis le village d'Alarcon, peu après la tombée de la nuit. La lune se reflétait sur les eaux du lac, animée d'un frémissement léger. Alors que j'arrivais à la hauteur des premières maisons, Fox se figea sur place et gronda doucement. Je m'immobilisais. Je n'avais entendu aucun bruit, mais je faisais confiance à son ouïe, plus aiguisée que la mienne. Des nuages passèrent devant la lune, et je distinguai un léger grattement sur ma droite. Et lorsque la lumière redevint plus vive, j'aperçus une forme humaine qui me parut courbée et contrefaite se glisser entre deux maisons. Je retins Fox qui s'apprêtait à se lancer à sa poursuite et continuait à gravir la route principale. C'était peut-être imprudent de ma part, mais d'après tous les témoignages de ceux qui avaient été en contact avec eux, les sauvages éprouvaient une véritable terreur des néo-humains. Leur première réaction était dans tous les cas de prendre la fuite. Le château fort d'Alarcon avait été construit au XIIe siècle, puis transformé en parador au XXe, m'a pris une pancarte touristique aux caractères usés. Sa masse restait imposante. Il dominait le village et devait permettre de surveiller les alentours à des kilomètres à la ronde. Je décidai de m'y installer pour la nuit, sans tenir compte des rumeurs et des silhouettes qui détalaient dans l'obscurité. L'intérieur du château portait toutes les traces d'une occupation récente. Du feu brûlait même dans la grande cheminée. Il y avait une réserve de bois. Il n'avait du moins pas perdu ce secret, celui d'une des plus anciennes inventions humaines. Je me rendis compte après une rapide inspection des chambres que c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire en leur faveur. L'occupation du château par les sauvages se traduisait par du désordre, de la puanteur, des tas d'excréments séchés sur le sol. Il n'y avait aucune trace d'activité mentale, intellectuelle ou artistique. Cela correspondait aux conclusions des rares chercheurs qui s'étaient penchés sur l'histoire des sauvages. En l'absence de toute transmission culturelle, l'effondrement s'était fait avec une rapidité foudroyante. Les murs épais conservaient bien la chaleur et je décidai d'installer mon campement dans la grande salle, me contentant de tirer un matelas près du feu. Dans une réserve, je découvrais une pile de draps propres. Je découvrais également 2 carabines à répétition,
ainsi qu'une réserve impressionnante de cartouches et un nécessaire complet permettant de nettoyer et graisser les armes. Je passais une nuit paisible et m'éveillais peu avant l'aube. Fox sur mes talons, je fis le tour du chemin de ronde en regardant le soleil qui se levait sur les eaux du lac. Les sauvages ayant abandonné le village s'étaient probablement repliés sur ses rives. J'entrepris ensuite une exploration complète du château où je découvris de nombreux objets de fabrication humaine, certains en bon état de conservation. Tous ceux qui comportaient des composants électroniques et des batteries au lithium destinées à conserver les données pendant les coupures d'alimentation avaient été irrémédiablement détériorés par le passage des siècles. Les appareils, par contre, qui ne comportaient que des pièces mécaniques et optiques, avaient pour la plupart très bien résisté. Je jouais quelque temps avec un appareil photo, un relais flex, double objectif à la carrosserie de métal d'un noir mat. La manivelle permettant l'entraînement de la pellicule tournait sans heurts. Les lamelles de l'obturateur s'ouvraient et se refermaient avec un petit bruit soyeux à une vitesse qui variait suivant le chiffre sélectionné sur la molette de contrôle. S'il avait encore existé des pellicules photographiques, des laboratoires de développement, j'étais sûr que j'aurais encore pu réaliser d'excellents clichés. Alors que le soleil commençait à chauffer, à illuminer de reflets dorés la surface du lac, je méditais quelque temps sur la grâce et sur l'oubli, sur ce que l'humanité avait eu de meilleur, son ingéniosité technologique. Rien ne subsistait des productions littéraires et artistiques dont l'humanité avait été si fière. Les thèmes qui leur avaient donné naissance avaient perdu toute pertinence, leur pouvoir d'émotion s'était évaporé. Rien ne subsistait non plus des systèmes philosophiques et théologiques pour lesquels les hommes s'étaient battus, étaient morts parfois, avaient tué plus souvent encore. Tout cela n'éveillait plus chez un humain le moindre écho. Nous n'y voyons plus que les divagations arbitraires d'esprits limités, confus, incapables de produire le moindre concept simple, précis, simplement utilisable. Les productions technologiques de l'homme, par contre, pouvaient encore inspirer le respect. C'est dans ce domaine que l'homme avait donné le meilleur de lui-même, qu'il y avait exprimé sa nature profonde. Il y avait atteint d'emblée à une excellence opérationnelle à laquelle la néo-humanité n'avait rien pu ajouter de significatif. Je sortis peu avant le coucher du soleil. Les chemins étaient détrempés, impraticables. Je compris alors que l'été faisait place à l'automne. Je sus aussi que j'allais rester là quelques semaines, quelques mois peut-être. J'attendrai le début de l'hiver, que les journées redeviennent froides et sèches. Tard dans la nuit, je me réveillais et distinguais un feu sur les rives du lac. Braquant mes jumelles dans cette direction, j'éprouvais un choc en découvrant les sauvages. Jamais je n'en avais vu d'aussi près. Et ils étaient différents de ceux qui peuplaient la région d'Almeria. Leur corps était plus robuste et leur peau plus blanche. Ils étaient une trentaine, réunis autour du lac, vêtus de haillons de cuir, probablement de fabrication humaine.
je ne pus soutenir leur vue très longtemps. Et partis me rallonger dans l'obscurité en tremblant légèrement. Fox se blottit contre moi, me poussant l'épaule du museau jusqu'à ce que je m'apaise. Le lendemain, matin, à la porte du château, je découvris une valise de plastique rigide. Elle contenait des tubercules dont je ne parvins pas à déterminer la nature et un quartier de viande rôtie. Cela confirmait la totale ignorance que les sauvages avaient des nœuds humains. Ils n'étaient apparemment même pas conscients que mon métabolisme différait du leur, que ces aliments étaient inutilisables pour moi. Fox, par contre, dévora le quartier de viande avec appétit. Cela confirmait également la grande crainte que les sauvages avaient à mon égard, qu'ils souhaitaient se concilier ma bienveillance, ou du moins ma neutralité. Le soir venu, je déposai la valise vide à la porte du château afin de leur montrer que j'acceptais l'offrande. La même scène se reproduisit le lendemain et les jours suivants. Durant la journée, j'observais à la jumelle le comportement des sauvages. Je m'étais à peu près habitué à leur aspect, à leurs traits burinés, grossiers, à leurs organes sexuels apparents. Lorsqu'ils ne chassaient pas, ils semblaient la plupart du temps dormir ou s'accoupler. Ceux à qui du moins la possibilité en était offerte. La tribu était organisée selon un système hiérarchique strict qui m'apparut dès mes premières journées d'observation. Le chef était un mâle d'une quarantaine d'années, au poil grisonnant. Il était assisté par 2 jeunes mâles au poitrail bien découplé, de très loin les individus les plus grands et les plus robustes du groupe. La copulation avec les femelles leur était réservée. Lorsque celles-ci rencontraient un des 3 mâles dominants, elles se mettaient à 4 pattes et présentaient leur vulve. Le chef avait dans tous les cas la préséance sur ses subordonnés. Et il ne semblait pas y avoir de hiérarchie claire entre ceux-ci. En l'absence du chef, il bénéficiait tour à tour et parfois simultanément des faveurs des différentes femelles. La tribu ne comportait aucun sujet âgé et 50 ans semblait être le maximum qu'il puisse atteindre. En somme, c'était un mode d'organisation qui évoquait d'assez près les sociétés humaines, en particulier celles des dernières périodes, postérieures à la disparition des grands systèmes fédérateurs. J'étais sûr que Daniel I n'aurait pas été dépaysé dans cet univers, qu'il y aurait facilement trouvé des repères. Une semaine après mon arrivée, alors que j'ouvrais, comme à mon habitude, le portail du château, je découvris au côté de la valise une jeune sauvage hirsute, à la peau très blanche, aux cheveux drus. Elle était nue à l'exception d'une jupette de cuir, et sa peau était grossièrement ornée de traits de peinture bleue et jaune. En me voyant approcher, elle se retourna, puis retroussa sa jupe et cambra les reins pour présenter son cul. Et lorsque Fox s'approcha pour la flairer, elle se mit à trembler de tous ses membres, mais ne changea pas de position. Voyant que je ne bougeais toujours pas, elle finit par tourner la tête dans ma direction. Je lui fis signe de me suivre à l'intérieur du château. J'étais assez ennuyé. Si j'acceptais ce nouveau type d'offrande, elle serait probablement renouvelée les jours suivants.
D'un autre côté, renvoyer la femelle aurait été l'exposer aux représailles des autres membres de la tribu. Elle semblait visiblement terrorisée et guettait mes réactions avec une expression de panique dans le regard. Je connaissais les procédures de la sexualité humaine, même s'il s'agissait d'un savoir purement théorique. Je lui indiquai le matelas. Elle se mit à quatre pattes et attendit. Je lui fis signe de se retourner. Elle obéit, écartant largement les cuisses, et commença à passer une main sur son trou qui était étonnamment velu. Les mécanismes du désir étaient restés à peu près les mêmes chez les no-humains, bien qu'ils se fussent considérablement affaiblis. Et je savais que certains avaient pour coutume de se prodiguer des excitations manuelles. J'avais pour ma part essayé une fois, plusieurs années auparavant, sans réellement parvenir à évoquer d'image mentale, essayant de concentrer mon esprit sur les sensations tactiles qui étaient restées modérées, ce qui m'avait dissuadé de renouveler l'expérience. J'ôtais cependant mon pantalon dans le but de manipuler mon organe afin de lui donner la rigidité voulue. La jeune sauvage émit un grognement de satisfaction et frotta son trou avec une énergie redoublée. En m'approchant, je fus saisi par l'odeur pestilentielle qui émanait de son entrecuisse. Depuis mon départ, j'avais perdu mes habitudes d'hygiène humaine. Mais cela n'avait rien à voir avec l'odeur pestilentielle qui émanait du sexe de la sauvage. Mélange de relents de merde et de poissons pourris. Je recule involontairement. Elle se redressa aussitôt, toute son inquiétude réveillée, et rampa vers moi. Arrivée à la hauteur de mon organe, elle présenta sa bouche. La puanteur était moins soutenable, mais quand même très forte. Ses dents étaient petites, avariées, noires. Je la repoussai doucement, me rhabillai et la raccompagnai jusqu'à la porte du château en lui indiquant par signe de ne pas revenir. Le lendemain, je négligeais de prendre la valise qui avait été déposée pour moi. Il me paraissait tout compte fait préférable d'éviter de développer une trop grande familiarité avec le sauvage. Les doutes qui avaient pu occasionnellement m'assaillir au cours de ma vie abstraite et solitaire avaient à présent disparu. Je savais que j'avais affaire à des êtres néfastes, malheureux et cruels. Ce n'est pas au milieu d'eux que je trouverais l'amour ou sa possibilité, ni aucun des idéaux qui avaient pu alimenter les rêveries de nos prédécesseurs humains. À mon réveil, une mince couche de givre recouvrait les plaines. Je consacrais le reste de la matinée à me préparer pour ce que j'espérais être la dernière étape de mon périple. Fox me suivait de pièce en gambadant. En continuant vers l'ouest, je savais que je traverserais des régions plus plates et plus chaudes. La couverture de survie était devenue inutile. Je ne sais pas exactement pourquoi j'en étais revenu à mon projet de revenir à Lanzarote. L'idée de rencontrer une communauté néo-humaine ne m'inspirait toujours pas de réel enthousiasme. Je n'avais d'ailleurs eu aucun indice supplémentaire de l'existence d'une telle communauté. Sans doute la perspective de vivre le reste de mon existence dans des zones infestées par les sauvages, même en compagnie de Fox, même si je savais qu'ils seraient terrorisés par moi beaucoup plus que l'inverse, qu'ils feraient tout leur possible pour maintenir une distance respectueuse, m'était-elle devenue intolérable. Je me rendis compte alors que je me coupais de toutes les possibilités.
Il n'y avait peut-être pas dans ce monde de place qui me convienne. Fox bondissait autour de moi, fou de joie à l'idée de prendre la route. Je jetais un regard circulaire sur les forêts, sur la plaine, et récitais mentalement la prière pour la délivrance des créatures. C'était la fin de la matinée et dehors il faisait doux, presque chaud, le gel n'avait pas tenu. Nous n'étions qu'au début de l'hiver, et j'allais définitivement quitter les régions froides. Pourquoi vivais-je ? Je n'avais guère d'appartenance. Avant de partir, je décidai de faire une dernière promenade autour du lac, ma carabine à la main. Non pour chasser vraiment, car je ne pourrais pas emporter le gibier, mais pour offrir à Fox une dernière fois la satisfaction de folâtrer dans les fourrés, de flairer les odeurs de sous-bois. Je m'assis au bord du lac, pendant que Fox furetait dans les fourrés. Parfois, un poisson sautait hors de l'eau, déclenchant à sa surface des ondes légères qui venaient mourir sur ses bords. Je comprenais de plus en plus mal pourquoi j'avais quitté la communauté abstraite, virtuelle des néo-humains. Notre existence dépourvue de passion était celle de vieillards. Nous portions sur le monde un regard d'une lucidité sans bienveillance. Le monde animal était connu. Les sociétés humaines étaient connues. Tout cela ne recélait aucun mystère et rien ne pouvait en être attendu. Hormis la répétition du carnage. Ceci étant, cela est, me répétais-je machinalement à de nombreuses reprises jusqu'à atteindre un état légèrement hypnotique. Au bout d'un peu plus de 2 heures, je me relevais, apaisé peut-être, décidé en tout cas à poursuivre ma quête, ayant en même temps accepté son échec probable et le trépas qui s'en suivrait. Je m'aperçus alors que Fox avait disparu. Il avait dû flairer une piste, s'aventurer plus loin dans les sous-bois. Je battis les buissons qui entouraient le lac pendant plus de 3 heures, appelant de temps à autre, à intervalles réguliers, dans un silence angoissant, cependant que la lumière commençait à baisser. Je retrouvais le corps de Fox à la tombée de la nuit, transpercé par une flèche. Sa mort avait dû être affreuse. Ses yeux déjà vitreux reflétaient une expression de panique. Dans un ultime geste de cruauté, les sauvages avaient découpé ses oreilles. Ils avaient dû procéder rapidement de peur que je ne les surprenne. La découpe était grossière et du sang avait éclaboussé sur son museau et son poitrail. Mes jambes fléchirent sous moi. Je tombais agenouillé devant le cadavre encore tiède de mon petit compagnon. Il aurait peut-être suffi que je survienne 5 ou 10 minutes plus tôt pour maintenir les sauvages à distance. J'allais devoir creuser une sépulture maintenant, mais pour l'instant je ne m'en sentais pas la force. La nuit tombait.
Des masses de brume froide commençaient à se former autour du lac. Je contemplais longuement, très longuement, le corps mutilé de Fox. Puis les mouches arrivèrent en petit nombre. C'était un lieu scellé et le mot de passe était Elantérino. À présent, j'étais seul. La nuit tombait sur le lac et ma solitude était définitive. Jamais Fox ne revivrait. Ni lui ni aucun chien doté du même capital génétique. Il avait sombré dans l'anéantissement intégral vers lequel je me dirigeais à mon tour. Je savais maintenant que j'avais connu l'amour, puisque je connaissais la souffrance. Fugitivement, je songeais au récit de vie de Daniel, conscient maintenant que ces quelques semaines de voyage m'avaient donné une vision simplifiée mais exhaustive de la vie humaine. Je marchais sans réfléchir pendant une quarantaine d'heures, dans un brouillard mental complet, uniquement guidé par un vague souvenir du trajet sur la carte. J'ignore ce qui me fit m'arrêter et me ramena à la pleine conscience. Sans doute le caractère étrange du paysage qui m'entourait. Je devais maintenant être tout près des ruines de l'ancienne Madrid. J'étais en tout cas au milieu d'un espace de macadam immense qui s'étendait presque à perte de vue. Ce n'est que dans le lointain qu'on distinguait confusément une succession de collines sèches et peu élevées. Ça et là, le sol s'était soulevé sur plusieurs mètres, formant des cloques monstrueuses, comme sous l'effet d'une terrifiante onde de chaleur venue du sous-sol. Des rubans de macadam montaient vers le ciel. Le sol se soulevait sur plusieurs dizaines de mètres avant d'être brisé net et de s'achever en un éboulis de gravier et de pierres noires. Des débris métalliques, des vitres explosées jonchaient le sol. Je crus d'abord que je me trouvais près d'un péage autoroutier, mais il n'y avait aucune indication de direction, nulle part. Et je finis par comprendre que j'étais au milieu de ce qui restait de l'aéroport de Barajas. En continuant vers l'ouest, j'aperçus quelques signes d'une ancienne activité humaine, des téléviseurs à écran plat, des piles de CD en miettes, une immense PLV représentant le chanteur David Bisbal. Les radiations devaient être encore très fortes dans cette zone. Ça avait été un des endroits les plus bombardés au cours des dernières phases du conflit interhumain. J'étudiais ma carte. Je devais maintenant être tout près de l'épicentre de la faille. Si je voulais maintenir mon cap, il me fallait obliquer vers le sud, ce qui me ferait passer par l'ancien centre-ville. Le paysage d'immeubles calcinés, éventrés, l'état de gravats et de poussière produisait une impression apaisante, invitait à un détachement triste dans leur dégradé de gris clair. La vue qui s'offrait à moi était à peu près la même dans toutes les directions. Et je savais qu'en direction de l'ouest, une fois la faille franchie, à la hauteur de Leganés ou peut-être de Fuenlabrada, j'allais devoir aborder la traversée du grand espace gris.
L'Estrémadure, le Portugal, avaient disparu en tant que région différenciée. La succession d'explosions nucléaires, de raz-de-marée, de cyclones qui avaient déferlé pendant plusieurs siècles sur cette zone géographique avait fini par l'araser complètement et par la transformer en un vaste plan incliné de déclivité faible qui apparaissait sur les photos satellites comme uniformément composé de cendres pulvérulantes d'un gris très clair. Ce plan incliné continuait sur environ 2500 km avant de déboucher sur une région du monde mal connue, au ciel presque continuellement saturé de nébulosité, de vapeur, située à l'emplacement des anciennes îles Canaries. Gênés par la couche nuageuse, les rares observations satellites disponibles étaient peu fiables. Lanzarote pouvait être demeuré une presqu'île, être devenu une île, ou avoir complètement disparu, telles étaient sur le plan géographique les données de mon voyage. Sur le plan physiologique, il était certain que j'allais manquer d'eau. En marchant 20 heures par jour, je pouvais parcourir quotidiennement 150 km. Il me faudrait un peu plus de 2 semaines pour parvenir aux zones maritimes, si tant est qu'elles existent. J'ignorais la résistance exacte de mon organisme à la dessiccation. Il n'avait, je pense, jamais été testé dans ces conditions extrêmes. Avant de prendre la route, j'ai eu une pensée pour les anciens humains, qui, en ces circonstances, recommandaient leur âme à Dieu. Je regrettais l'absence de Dieu, ou d'une entité du même ordre. J'élevais enfin mon esprit vers l'espérance en l'avènement du futur. Les futurs, contrairement à nous, ne seront pas des machines, ni même véritablement des êtres séparés. Ils seront un, tout en étant multiples. Rien ne peut donner une image exacte de la nature des futurs. La lumière est une, mais ses rayons sont innombrables. J'ai retrouvé le sens de la parole. Les cadavres et les cendres guideront mes pas, ainsi que le souvenir du bon chien Fox. Je partis à l'aube, environné par le bruissement multiplié de la fuite des sauvages. Traversant les banlieues en ruine, j'abordais le grand espace gris vers midi. Je déposais ma carabine qui ne m'était plus d'aucune utilité. Aucune vie, ni animale, ni végétale, n'avait été signalée au-delà de la grande faille. Tout de suite, ma progression s'avéra plus facile que prévu. La couche de cendres n'avait qu'une épaisseur de quelques centimètres. Progressivement, je glissais, tout en marchant dans une rêverie paisible où se mêlaient des images de néo-humains modifiés, plus ténus et plus frêles, presque abstraits, et le souvenir des visions soyeuses, veloutées, que Marie 23, plusieurs années auparavant, avait fait naître sur mon écran pour paraphraser l'absence de Dieu. Peu avant le coucher du soleil, je fis une halte brève. À l'aide de quelques observations trigonométriques, je pus déterminer la déclivité à environ 1%. Si la pente restait la même jusqu'au bout, la surface des océans était située à environ 25 000 mètres en dessous du niveau de la plaque continentale. On était alors plus très loin de l'asténosphère. Je devais m'attendre à une augmentation sensible de la température au cours des jours suivants.
La chaleur ne devint en réalité pénible que quelques jours plus tard, en même temps que se faisaient ressentir les premières atteintes de la soif. Le ciel était d'une pureté immuable et d'un bleu de smalt de plus en plus intense, presque sombre. Je me dépouillais un à un de mes vêtements. Mon sac ne contenait presque plus de capsules de sels minéraux. J'avais maintenant du mal à les prendre. La sécrétion de salive devenait insuffisante. Physiquement, je souffrais, ce qui était une sensation nouvelle pour moi. Entièrement placée sous l'emprise de la nature, la vie des sauvages n'avait été que douleur, avec quelques moments de brusque détente, de bienheureux abrutissements liés à la satisfaction des instincts alimentaires ou sexuels. La vie des hommes avait été en gros semblable et placée sous la domination de la souffrance, avec de brefs instants de plaisir liés à la conscientisation des instincts devenus désirs dans l'espèce humaine. Celle des non-humains se voulait apaisée, rationnelle, éloignée du plaisir comme de la souffrance, et mon départ était là pour témoigner de son échec. Vers midi, je traversais la couche nuageuse et je faisais face à la mer. J'avais atteint le terme de mon voyage. Ce paysage ne ressemblait guère, à vrai dire, à l'océan tel que l'homme avait pu le connaître. C'était un chapelet de mares et d'étangs de lacs et de lacs de taille variable, à l'eau presque immobile. Tout était baigné d'une lumière opaline, égale. Je n'avais plus la force de courir et c'est d'un pas chancelant que je me dirigeais vers la source de vie. La teneur en minéraux des premières mares, peu profondes, était faible. Tout mon corps pourtant accueillit le bain salé avec reconnaissance. J'ai eu l'impression d'être traversé de part en part par une onde nutritive bienfaisante. Je comprenais et je parvenais presque à ressentir les phénomènes qui se déroulaient en moi. La pression osmotique qui revenait à la normale, les chaînes métaboliques qui recommençaient à tourner, produisant l'ATP nécessaire au fonctionnement des muscles, les protéines, les acides gras requis par la régénération cellulaire. C'était comme la continuation d'un rêve après un moment de réveil angoissé, comme un soupir de satisfaction de la machine. Deux heures plus tard, je me relevais, mes forces déjà un peu reconstituées. La température de l'air et celle de l'eau étaient égales et devaient être proches de 37 degrés Celsius car je ne ressentais aucune sensation de froid ni de chaleur. La luminosité était vive, sans être éblouissante. Entre les mares, le sable était creusé d'excavations peu profondes qui ressemblaient à de petites tombes. Je m'allongeais dans l'une d'elles. Le sable était tiède, soyeux. Alors je réalisais que j'allais vivre ici et que mes jours seraient nombreux. Les périodes diurnes et nocturnes avaient une durée égale de 12 heures. Et je pressentais qu'il en serait de même toute l'année.
les modifications astronomiques survenues lors du grand assèchement avaient créé ici une zone qui ne connaissait pas les saisons, où régnaient les conditions d'un perpétuel début d'été. Assez vite, je perdis l'habitude d'avoir des horaires de sommeil réguliers. Je dormais par période d'une heure ou deux, de jour comme de nuit. Sans savoir pourquoi, j'éprouvais à chaque fois le besoin de me blottir dans une des anfractuosités. Il n'y avait aucune trace de vie animale ni végétale. Les points de repère dans le paysage, plus généralement, étaient rares. Des bancs de sable, des lacs et des étangs de taille variable, qui s'étendaient à perte de vue. La couche nuageuse, très dense, ne permettait pas le plus souvent de distinguer le ciel. Elle n'était pourtant pas complètement immobile, mais ses mouvements étaient d'une extrême lenteur. Parfois, un léger espace se dégageait entre deux masses nuageuses par lequel on pouvait apercevoir le soleil ou les constellations. C'était le seul événement, la seule modification dans le déroulement des jours. L'univers était enclos dans une espèce de cocon ou de stase assez proche de l'image archétypale de l'éternité. J'étais, comme tous les néo-humains, inaccessible à l'ennui. Des souvenirs restreints, des rêveries sans enjeu occupaient ma conscience détachée, flottante. J'étais pourtant très loin de la joie, et même de la véritable paix. Le seul fait d'exister est déjà un malheur. Quittant de mon plein gré le cycle des renaissances et des morts, je me dirigeais vers un néant simple, une pure absence de contenu. Seuls les futurs parviendraient peut-être à rejoindre le royaume des potentialités innombrables. Au cours des semaines suivantes, je m'aventurais plus avant dans mon nouveau domaine. Je remarquais que la taille des étangs et des lacs augmentait à mesure qu'on se dirigeait vers le sud, jusqu'à ce qu'on puisse, sur certains d'eux, observer un léger phénomène de marée. Il restait cependant peu profond. Je pouvais nager jusqu'à leur centre, tout en étant certain de rejoindre un banc de sable sans difficulté. Il n'y avait toujours aucune trace de vie. Je croyais me souvenir que la vie était apparue sur Terre dans des conditions très particulières, dans une atmosphère saturée d'ammoniac et de méthane en raison de l'intense activité volcanique, et qu'il était peu vraisemblable que le processus se reproduise sur la même planète. Prisonnière des conditions aux limites imposées par les lois de la thermodynamique, la vie organique ne pourrait, si elle venait à renaître, que répéter les mêmes schémas. Constitution d'individus isolés, prédation, transmission sélective du code génétique. Rien de nouveau ne pouvait en être attendu. D'après certaines hypothèses, la biologie du carbone avait fait son temps. Et les futurs seraient des êtres de silicium, dont la civilisation se construirait par interconnexion progressive de processeurs cognitifs et mémoriels. Les travaux de Peirce, se situant uniquement au niveau de la logique formelle, ne permettaient ni de confirmer ni d'infirmer cette hypothèse. Si la zone où je me trouvais était habitée, elle ne pouvait l'être que par des néo-humains. Jamais l'organisme d'un sauvage n'aurait résisté au trajet que j'avais accompli. J'envisageais maintenant sans joie et même avec embarras la rencontre avec un de mes semblables. La mort de Fox
traversée du grand espace gris m'avait intérieurement desséché. Je ne ressentais plus en moi aucun désir, surtout pas celui décrit par Spinoza de persévérer dans mon être. Je regrettais pourtant que le monde me survive. L'inanité du monde avait cessé de me paraître acceptable. Je n'y voyais plus qu'un lieu terne, dénué de potentialité, dont la lumière était absente. Un matin, juste après mon réveil, je me sentis sans raison perceptible moins oppressé. Après quelques minutes de marche, je me trouvais en vue d'un lac largement plus grand que les autres, et dont je ne parvenais même pas à distinguer l'autre rive. Son eau aussi était légèrement plus salée. C'était donc cela que les hommes appelaient la mer, et qu'ils considéraient comme la grande consolatrice, comme la grande destructrice aussi, celle qui érode, qui met fin avec douceur. J'étais impressionné, et les derniers éléments qui manquaient à ma compréhension de l'espèce se mirent d'un seul coup en place. Je comprenais mieux à présent comment l'idée de l'infini avait pu germer dans le cerveau de ces primates. L'idée d'un infini accessible par transition lente ayant leur origine dans le fini. Plus tard, je marchais, réglant mon pas sur le mouvement des vagues. Je marchais des journées entières, sans ressentir aucune fatigue. Et la nuit, j'étais bercé par un léger ressac. Au troisième jour, j'aperçus des allées de pierres noires qui s'enfonçaient dans la mer et se perdaient dans la distance. Était-elle un passage, une construction humaine ou néo-humaine? Peu m'importait à présent. L'idée de les emprunter m'abandonna très vite. Au même instant, sans que rien n'ait pu le laisser prévoir, deux masses nuageuses s'écartèrent et un rayon de soleil étincela à la surface du monde, à la surface des eaux. Fugitivement, je songeais au grand soleil de la loi morale, qui, d'après la parole, finirait par briller à la surface du monde. Mais ce serait un monde dont je serais absent, et dont je n'avais même pas la capacité de me représenter l'essence. Aucun néo-humain, je le savais maintenant, ne serait en mesure de trouver une solution à l'aporie constitutive. Ceux qui l'avaient tenté, s'il y en avait eu, étaient probablement déjà morts. Pour moi, je continuerai mon obscure existence de singe amélioré, et mon seul regret serait d'avoir été la cause de la mort de Fox. Le seul être digne de survivre qu'il m'ait été donné d'entrevoir, car son regard contenait déjà parfois l'étincelle annonçant la venue des futurs. Il me restait peut-être 60 ans à vivre. Plus de 20 000 journées qui seraient identiques. J'éviterais la pensée comme j'éviterais la souffrance. Les écueils de la vie étaient loin derrière moi. J'étais maintenant entré dans un espace paisible dont seul m'écarterait le processus létal. Je me baignais longtemps, sans rien percevoir d'autre qu'une légère sensation obscure et nutritive.
Le bonheur n'était pas un horizon possible. Le monde avait trahi. Mon corps m'appartenait pour un bref laps de temps. Je n'atteindrai jamais l'objectif assigné. Le futur était vide. Il était la montagne. Mes rêves étaient peuplés de présences émotives. J'étais, je n'étais plus. La vie était réelle. Merci.